nouvelle édition sur la télévision Labari en ce jour lundi 9 décembre 2013. Mais tout de suite les titres. Lancé le 29 novembre dernier, le Salon international de l'artisanat pour la femme SAFAM a pris fin ce lundi sur une note de satisfaction. Plusieurs régions ont été récompensées. Le 65e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme sera célébré demain mardi. Ce matin, la Commission nationale des droits humains a livré un message. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari, édition que nous ouvrons avec ce fait divers. Un accident de circulation s'est produit cet après-midi à Yantala, Kalao, non loin du rond-point Gadafawa. C'est une collision entre deux taxis et une moto. Heureusement, il y avait eu plus de peur que de mal. Aucune perte en vie humaine, mais l'on dénombre 3 blessés sur place. Le récit de Michel Djedji. La scène est triste et spectaculaire, et c'est la énième du genre dans la ville de Niamey où les accidents de la route deviennent de plus en plus inquiétants car personne ne semble être à l'abri. Les causes de ces accidents sont pourtant souvent connues, mais les mesures de sécurité négligées. Parmi les conducteurs de ces 3 engins, seul le chauffeur de ce taxi est sorti sain et sauf. Il explique. C'est dire que la prudence doit être toujours de mise une fois en circulation, car comme on le dit, l'accident de la route n'est pas une fatalité, même si des prudents peuvent en être victimes. La 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFAM édition 2013, a pris fin ce lundi. À cette occasion, le comité d'organisation a organisé cette année la première édition de Innova Acta, qui consiste à récompenser les lauréats d'un concours national de fabrication de produits artisanaux dans le but de susciter la créativité et l'innovation dans ce secteur. Retrouvons Michel Djedji sur les images de Ibrahim Abdou. D'entrée de jeu, c'est le président de la Fédération nationale des artisans qui est intervenu pour remercier le SAFAM pour tous ses efforts en faveur de l'émergence des entreprises artisanales au Niger. Une fédération qui regroupe actuellement 8 fédérations régionales, 540 associations totalisant 79 913 chefs d'atelier et 112 000 apprentis, a-t-il indiqué. Occasion pour la présidente du comité d'organisation d'édifier les participants sur le sens de cette première édition de Innova Acta. Grâce à Innova Acta, chaque année, le public découvrira des objets exceptionnels, de véritables œuvres d'art, mais aussi des hommes et des femmes de grand talent, virtuoses de cet art, de soumettre la matière à leur imagination. À l'issue des délibérations du jury, c'est la délégation des femmes de la région de Dosso qui a remporté le prix du président de la République pour l'intelligence de la main, composé d'un trophée en or et d'une enveloppe de 3 millions de francs CFA. wato cillayan nirgate irma dakir bongaira irma ko habu irma nira dala waran ka dala waitaci kala sa fam abai kirga wani kongugoi ani manen dinga an formation yan terse iri so anga dai ko dirse kan hunkuna tillai di inga ino ir bargate ta piye de pufai woda tita kanga gwara sin dai kulka yimma kongote ina te sak ir ko hal burcina irwa 3e prix imowa ir babi irwa 3e prix imowa hal burkina siyawo hunkun mo ika yi labora iye ka premier prix moi ko wala irga sabu président de la République. Les perspectives c'est en tout cas de continuer dans la lancée, c'est de faire en sorte en tout cas que l'artisanat soit toujours le fer de lance et la pointe en tout cas des produits que nous offrons au public.
Parmi les pays étrangers, c'est la Côte d'Ivoire qui a été primée pour sa brillante participation. Le prix de l'UEMOA, quant à lui, qui est d'une valeur de 1 million de francs CFA, a été remporté par la délégation de Ingal pour avoir confectionné des paniers en substitution aux sachets plastiques. La région phare n'était pas en reste car c'est à elle qu'est revenu le prix spécial du SAFAM 2013 pour avoir présenté un couscous traditionnel. La cérémonie a pris fin sur une note de satisfaction générale et rendez-vous est pris dans 2 ans pour la 9e édition du SAFAM qui aura pour région phare Niamey. Zéro corruption, 100% développement, c'est sous ce thème que les pays du monde entier célèbrent ce lundi la journée internationale de la lutte contre la corruption. Au Niger, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halsia, organise plusieurs activités. La lutte contre la corruption, un des chevals de bataille des autorités de la 7e République, comme l'a précisé le président de la République, Issouf Mahamadou, lors de son investiture. Le point avec Issouf Omar et Sadoudoumi. C'est donc à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption célébrée chaque 9 décembre que la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halsia, a organisé cette cérémonie qui a vu la participation du chef du gouvernement et quelques membres du gouvernement. Halsia, faut-il le rappeler, est mise en place par le président de la République, Issoufou Mahamadou, pour combattre toute forme de corruption, comme il l'a promis à l'occasion de son investiture. En effet, la lutte contre la corruption a été un des axes majeurs autour duquel le président de la République, alors candidat au présidentiel, a bâti sa campagne électorale. Au cours de cette année, les investigations de la Halsia ont porté sur plusieurs affaires ayant trait, comme d'habitude, au domaine suivant: fraude dans les examens et concours, favoritisme dans les marchés et corruption, concussion dans les marchés publics, détournement de deniers publics, fraude dans les opérations douanières. Pour combattre la corruption, l'on n'a pas besoin de passer par 4 chemins. Les pays les plus honnêtes jouissent aujourd'hui d'un développement inégalé. C'est l'exemple du Danemark qui dévoile la formule que son peuple suit pour combattre les racines de la corruption. Notre succès dans la lutte contre la corruption, c'est plutôt le résultat d'une société civile ouverte et vibrante, d'une presse libre et critique, d'un engagement politique fort, d'une législation appropriée et d'institutions efficaces. Et il n'y a aucune loi qui régit le fonctionnement de la Halsia, et celle-ci ne dispose pas de budget indépendant. De la même manière, la Halsia n'est pas capable de porter des affaires devant des juridictions en toute indépendance, mais doit les transmettre à travers la présidence. Le Danemark est prêt à accompagner le Niger et la Halsia dans ce sens. Ne pas donner à la Halsia tout le pouvoir qu'il faut pour arriver au bout de sa mission est un handicap. Cela est clair. Le Premier ministre l'a noté et promet de régulariser cette faille. La Halsia, comme cela a été dit, va être renforcée, notamment sur le plan de son statut. Nous pensons que ces 2 années d'exercice ont permis de mettre en exergue un certain nombre de faiblesses qui seront corrigées, Inch'Allah, très prochainement en révisant les textes qui régissent cette institution à laquelle nous accordons la plus haute importance. 106e sur 177 pays alors qu'il était 134e en 2011, puis 113e en 2012, le Niger peut s'en réjouir de toutes ces avancées relatives aux indicateurs de corruption de Transparency International. Certainement, avec les nouveaux dispositifs juridiques dont la Halsia jouira, le rang reculera. La locomotive de l'anticorruption poursuit sa longue marche, à son bord les artistes nigériens qui contribuent aussi à combattre ce phénomène qu'est la corruption.
Voilà, la 7e conférence des instances de régulation de la communication s'ouvre demain à Niamey. L'association des promoteurs privés de télévision d'Afrique profite de cette occasion pour expliquer aux journalistes les tenants et les aboutissants du passage de l'analogique au numérique à travers un point de presse cet après-midi. Je propose de suivre successivement Ismaël Sidibé et Ali Toumani de Téléstar. Grâce à ce nouveau moyen de diffusion, avoir 60, 70 ou 80 chaînes avec le même nombre de fréquences. Même si on parle aujourd'hui beaucoup de TNT, nous, opérateurs, nous sommes dedans depuis 10-12 ans. Donc sans faire de boucan, sans faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, ça devient intéressant et important et il y a beaucoup de pression parce que l'UIT, qui est l'organisme qui gère les fréquences dans le monde, a décidé qu'à partir de juin 2015, il n'y a plus de diffusion, en tout cas télévisuelle, en analogique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière dont nous diffusons va cesser et tout le monde va passer en numérique. Ça implique quoi? Ça implique de nouveaux investissements, ça implique de nouveaux métiers, ça implique aussi quelques changements au niveau des pays, parce que dans ce cas, il va falloir installer des multiplexes pour recevoir toutes nos chaînes en numérique. Bon, évidemment, il y aura un confort visuel inégalé par rapport à l'analogique aujourd'hui, un confort auditif aussi inégalé par rapport à l'analogique. Mais nous, au niveau de l'OPTA, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis 12 ans, on est dedans. On est dedans, dans cette diffusion-là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tous nos opérateurs ici, et M. Chatoué, que vous voyez ici, a déjà installé au Cameroun 6 multiplexes. Il a 6 sites de diffusion au Cameroun où les gens reçoivent des dizaines et des dizaines de chaînes en TNT. Et M. Toumani, ici, aujourd'hui, diffuse aussi en TNT UHF. C'est-à-dire que c'est le mode de transfert qui diffère. On est en TNT MMDS dans la plupart de nos pays. Maintenant, on est en train de passer en TNT UHF parce que sous peu, le MMDS ce mode de diffusion va s'arrêter. Voilà l'une des raisons qui motive certains à passer au numérique. La deuxième chose qu'on vous dit, quand vous passez au numérique, ok, c'est très bien, vous allez économiser des fréquences. C'est vrai. Téléstar est numérique et en une fréquence, elle peut diffuser 20 chaînes. Or, dans le spectre des fréquences, il y en a combien? Il y a 50 fréquences. Multiplié par 20 chaînes, ça fait combien? Ça fait 1000 chaînes. Je suis convaincu que vous et moi, et vos petits frères, vos arrière-petits-fils, on mourra 5000 chaînes. Non pas seulement au Niger, mais dans les pays africains. Donc, l'affaire de dividende numérique là, elle est réelle. Mais la vérité, elle obnubile le problème. Le problème, c'est que, en fait, au Niger, avec 4 fréquences, d'ailleurs avec une, je vous le diffuse tous, toutes les télévisions privées du Niger, je les diffuse avec une seule fréquence. Effectivement, pour recevoir la TNT, actuellement, la majeure partie des téléviseurs circulant en Afrique, et notamment au Niger, sont des téléviseurs qui sont grosso modo, c'est-à-dire grands, l'écran n'est pas plat, et qui ont un tunnel analogique. Il y a 4 téléviseurs, vraiment pas plus de 1%, qui sont écran plat numérique. Donc tous les écrans qui ne sont pas numériques doivent être équipés d'un tunnel numérique. Donc cela ne signifie pas qu'il faut interdire l'importation de téléviseurs. Non, le problème qui se pose, ce n'est pas surtout les nouveaux téléviseurs, mais c'est les téléviseurs qu'on a actuellement. On a des centaines de milliers de téléviseurs. Qu'est-ce qu'on va en faire? La seule solution, c'est de créer une usine qui fabrique, entre guillemets, le terme décodeur, le tunnel numérique, on peut le vendre. Ces décodeurs-là se vendent autour de 10 000 francs CFA en Europe, moins de 20 euros. Attention, encore une fois, c'est différent. Ça ne permet pas de recevoir les chaînes payantes. Ça permet juste de faire passer le signal analogique en numérique. Ouverture ce matin de la 4e session ordinaire du Conseil de l'arrondissement communal à Niamey 1 au titre de l'année 2013.
Examen et adoption du budget 2014 de cet arrondissement sont entre autres points à l'ordre du jour de cette session. Le compte rendu de Asmana China. Cette quatrième session ordinaire du Conseil de l'arrondissement communal Niamey 1 au titre de l'année 2013 est dite session budgétaire. Le Conseil de cette entité administrative aura à examiner, amender et adopter le budget 2014. Ce budget, comme vous le savez, ne comporte qu'un seul titre. En effet, l'article 48 de l'ordonnance numéro 2010-55 du 17 septembre 2010 portant statut des communes à statut particulier ou ville stipule que les ressources de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement communal sont constituées à titre exclusif d'une dotation globale attribuée pour l'exercice des compétences conférées à l'arrondissement. La dotation globale est une dépense obligatoire pour la ville. L'article 49 de la même ordonnance stipule que la dotation des arrondissements communaux comprend deux parts. La première part, qui ne peut être inférieure à 60% du montant de la dotation globale, est répartie entre les arrondissements proportionnellement à leur nombre d'habitants. La seconde est fonction du niveau des ressources financières mobilisées sur le territoire de l'arrondissement communal, du niveau des charges de fonctionnement de l'arrondissement communal, notamment les frais de fonctionnement du conseil et des commissions, les indemnités diverses liées à l'exécutif, l'eau, l'électricité, le téléphone, la communication, les fournitures de bureaux, les consommables et le carburant. De la nature et de l'importance des équipements et infrastructures à entretenir sur le territoire de l'arrondissement communal. Le conseil de ville détermine un coefficient de péréquation dans l'application des critères subventionnés. Cette cérémonie a été également une occasion pour le maire du premier arrondissement communal d'aborder quelques préoccupations de la vie dans l'arrondissement. Comme vous le savez, la saison hivernale 2013 n'a pas répondu à l'attente de notre population. En effet, l'arrêt brusque des pluies n'a pas permis de bonnes récoltes. C'est pourquoi nous demandons à nos partenaires habituels de démarrer très tôt en 2014 les opérations Cash for Work, de vente à prix modéré et de distribution gratuite de céréales. Sur un autre plan, nous assistons, parfois avant même la réception, à l'incendie des classes paillotes dans nos écoles. Le plus souvent, l'origine de ces incendies n'est pas connue. Le conseil demande aux gardiens, aux élèves, aux parents d'élèves et aux responsables des établissements scolaires de redoubler d'efforts dans la vigilance afin de mettre hors d'état de nuire les pyromanes. Les conseillers sont appelés à participer avec assiduité aux travaux de cette session afin que l'arrondissement communal Niamey 1 soit doté d'un nouveau budget pour son fonctionnement. Le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey tient également sa session budgétaire 2014 depuis ce matin. Occasion pour le premier responsable de cette entité administrative d'exhorter les conseillers à travailler pour l'intérêt de la population. N'est-ce pas, Nafisa Zakou? Examen et adoption du budget, c'est l'ordre du jour de cette 4e session ordinaire dite session budgétaire au titre de l'année 2014. Une occasion pour le maire du 5e arrondissement de Niamey de revenir sur les conclusions de la dernière session. Il y a de cela 3 mois, nous nous séparions avec l'espoir de ne revenir en cette salle qu'en décembre 2013. Aussi, nous étions partis dans la perspective d'aller à l'encontre des populations de notre arrondissement afin de partager avec elles les réalités quotidiennes qu'elles vivent, dans l'optique de mieux connaître, comprendre leurs préoccupations du moment et aider ainsi l'exécutif à préparer un projet de budget réaliste et réalisable, afin de solutionner de façon plus pertinente les problèmes auxquels elles sont confrontées. Cette période d'intercession devait donc servir au conseil que nous sommes de nouer le contact avec les populations de nos quartiers et de nos villages. Nous voici, grâce à Dieu le clément, le miséricordieux, qui dans sa prospérité et sa grandeur, dans la même salle pour la réunion de la 4e session ordinaire, dite session budgétaire au titre de l'année 2014 de notre conseil d'arrondissement. Comme vous pouvez le constater, notre travail est d'une importance particulière, car il s'agit de la préparation de notre projet de budget de fonctionnement. Toute inscription budgétaire que nous aurions à faire dans le présent projet de budget doit être réaliste et qu'elle compte des préoccupations de nos populations.
C'est pourquoi nos propositions et débats autour de l'ordre du jour qui s'articulent sur un seul point suivant, examen et adoption du projet budget 2014, doivent être faits sans aucune considération politique et partisane, car il s'agit du budget afin que l'intérêt général transcende nos propres sentiments au bénéfice des populations qui nous ont tous élus. Dans son mot d'ouverture, le maire du 5e arrondissement, Issa-Hima, a remercié tous les conseillers du 5e arrondissement pour leur contribution sans cesse dans le développement de l'arrondissement. Je profite également de cette occasion pour vous remercier de vos diverses contributions que vous ne cessez d'apporter à l'exécutif depuis son installation, afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes tous fixés. Mesdames, Messieurs les conseillers, je ne doute pas un seul instant de votre volonté de faire de cette 4e session ordinaire, dite session budgétaire, une réussite, et je sais compter sur vous pour qu'il en soit ainsi. C'est sur cette note d'espoir et en soutenant plein succès à nos travaux que je déclare ouverte la 4e session ordinaire du Conseil au titre de l'année 2014 du 5e arrondissement de Niamey. Il faut noter que cette session dite budgétaire durera 4 jours. Demain, mardi 10 décembre 2013, la Déclaration universelle des droits de l'homme aura 65 ans. À cette occasion, la Commission nationale des droits humains CNDH a mené plusieurs activités justement relatives aux droits humains dans la région de Tillabéri. Le 65e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est également l'occasion pour la Commission nationale de livrer un message dont je vous propose de suivre un extrait avec Dr Halidou Talbi Moussa. Avec l'adoption de cette déclaration, le 10 décembre 1948, l'humanité, à travers les Nations Unies, a réalisé un acte historique de très grande importance, susceptible d'apporter aux hommes et aux femmes la justice et la dignité, meurtries avec les guerres et les violations multiples et multiformes des droits humains. Aujourd'hui, 65 ans après, malgré des avancées incontestables enregistrées dans le domaine de la protection et du respect des droits humains, beaucoup d'efforts restent encore à accomplir, eu égard aux nombreux conflits et guerres qui ensanglantent le monde. Le Niger, acceptant les principes énoncés dans la déclaration et le programme d'action de Vienne de 1993, a pris l'engagement solennel de s'acquitter de ses obligations en matière du respect des droits de l'homme, conformément à la Charte des Nations Unies et aux autres instruments relatifs aux droits de l'homme. La Commission nationale des droits humains appelle fermement toutes les Nigériennes et tous les Nigériens, notamment les acteurs publics, à un sens plus élevé de responsabilité, afin d'éviter tout comportement préjudiciable au développement de notre cher pays et attentatoire aux droits humains. La dernière mesure tendant à interdire les manifestations publiques des partis politiques de l'opposition est non seulement discriminatoire, mais surtout attentatoire à la liberté de manifestation consacrée par notre Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Aussi, recommandons-nous aux autorités de lever cette mesure. Docteur Halidou Talbi Moussa, que vous retrouverez en intégralité en partie magazine de cette édition. Le Niger, honoré à travers le président de la Fédération nigérienne de volley, Issoufou Bader, a reçu le trophée de la Fédération internationale de volleyball qui a récompensé la Fédération nigérienne de volley qui s'est fait distinguer parmi les fédérations africaines. Trophée à main en guise de récompense pour un travail bien fait. C'est la surprise que la Fédération internationale de volleyball a réservée à notre compatriote, le président de la Fédération nigérienne de volleyball, Issoufou Badar. Une fédération qui s'est fait distinguer parmi tant d'autres au vu des résultats encourageants enregistrés et des activités qu'elle a eu à mener cette saison. Son président s'en réjouit. Pour l'une des fédérations la plus active au niveau de l'Afrique, avec tous les résultats obtenus. Donc c'est lui à la Confédération pour nous féliciter, pour nous encourager pour tous les efforts qu'on fait sur le plan national et sur le plan international. C'est un congrès ordinaire, nous avons relaté les différentes difficultés, nous avons fait le bilan des 2 ans après notre congrès du Soudan. Et surtout on a beaucoup parlé sur le développement au niveau des centres,
Je pense qu'on a eu à souligner toutes les difficultés que les fédérations nationales africaines ont ces derniers temps. Et je pense que le président de la FIVB a eu prendre note de tout ce que nous avons noté. Et il a promis de faire des efforts pour aider encore plus l'Afrique. Je pense que c'est par rapport au bilan des activités. Chaque année, on envoie notre bilan des activités qui est étudié par la Confédération africaine, qui a été étudié aussi par le bureau exécutif. C'est suite à ça que le board a décidé de remettre au Niger un trophée pour les féliciter et les récompenser. Je pense que nos objectifs, on les connaît, on est en train de les atteindre un à un et je pense qu'il reste beaucoup de travail à faire. On va s'atteler à y mettre plus d'efforts. On a été surpris parce qu'on n'avait pas été averti, donc c'est vrai qu'on a été ému. C'est un trophée que je dédie spécialement à toute la fédération, au staff technique surtout qui fait beaucoup d'efforts et aussi à l'ensemble des joueurs et à toute la famille du volleyball nigérien. Issoufou Badar qui profite pour parler déjà des préparatifs de l'équipe nationale du Niger pour les éliminatoires des mondiaux le 19 janvier prochain à Tunis. On a planifié notre planning, mais concernant la préparation, on est toujours en attente de la décision finale de notre ministère de tutelle. Donc je pense qu'imminemment on aura une réponse pour débuter les entraînements parce que pratiquement on est en retard pour le début des entraînements puisque je viens avec une date, les éliminatoires auront lieu le 19 janvier à Tunis. Donc je pense que c'est vraiment très serré pour nous. Depuis son arrivée, le bureau actuel de la Fédération nigérienne de volleyball a mené plusieurs activités, notamment des tournois et des formations en vue de faire rayonner ce sport au plan national et international. Sport encore, dans le cadre du passage de grade de Taekwondo In, le club du CG25 Kouarkano Nord a organisé une cérémonie de passage de grade hier dimanche. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des parents et de plusieurs pratiquants. J'explication avec Maître Mega Il et l'encadreur. J'entends pas bien. Ah oui, exactement. Donc nous sommes dans le cadre du passage trimestriel que nous organisons. Et là, on est au dernier passage de l'année 2013. Donc ce passage coïncide avec la fin de l'année et en même temps avec les enfants qu'on prépare pour les futures échéances. Vous avez vu les petits enfants là qui ont combattu. Donc c'est les enfants qu'on est en train de préparer pour les futures compétitions. Les objectifs, c'est d'abord que les enfants aient un bon niveau au club et après qu'on essaye de voir les possibilités de commencer à participer aux compétitions. On a déjà participé à quelques compétitions. L'année passée et l'année surpassée, on a eu quelques petites médailles comme c'est nos premières compétitions. Maintenant, on va essayer de mettre le paquet puisque les enfants sont déjà habitués à la compétition maintenant. Donc l'essentiel c'est d'engranger beaucoup plus de médailles cette année. Le niveau, je le trouve acceptable. Maintenant c'est à vous et aux parents d'élèves de juger. Les gens qui hésitent un peu d'amener leurs enfants à faire le taekwondo, à faire le sport, hein, que ce soit le taekwondo ou non, la pratique du sport, elle est bien pour les enfants et pour les parents aussi. Pour la santé et aussi pour le maintien du corps. Aussi pour se protéger. Les pratiquants très émus ne cachent pas aussi leur satisfaction et appellent les autres enfants à suivre l'exemple. Je suis venue pour apprendre le taekwondo. Qu'est-ce qu'on t'a appris? On m'a appris des attaques défense, des pompiers, comment se défendre dans la rue quand un intrus t'attaque. Et on nous a appris aussi des mouvements de base et des coups de pied. Je suis très contente. Je suis venue pour apprendre le taekwondo et pour me défendre dans la rue. Ceinture première jaune. Tu passes? Je passe à la deuxième jaune. J'ai appris, j'ai appris les attaques de défense. On m'a appris des choses bonnes. Je me défends très bien, même au dehors. Le maître, oui, c'est un bon formateur. Il est bien, il m'apprend très bien. C'est bon de se défendre au dehors, on ne sait jamais.
Comme annoncé, place à présent à la partie magazine. Elle est consacrée au message livré par la Commission nationale des droits humains ce lundi à l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire, 65e anniversaire demain 10 décembre 2013 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le message est lu par Dr Talibi Moussa, il est le président par intérim de la Commission nationale des droits humains. Très bonne réception. En prélude à la commémoration du 65e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en abrégé DUDH, demain 10 décembre 2013, la Commission nationale des droits humains a entrepris une série d'activités dans la région de Tillabéri du 6 au 8 décembre. Mais la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est le symbole des aspirations profondes de tout être humain au regard de sa nature spécifique, quel que soit son pays d'origine, son appartenance ethnique, religieuse, professionnelle, sa couleur de peau, son handicap, etc. Aussi la garantie et le respect des droits civils et politiques, ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels, constitue-t-il la charpente sur laquelle est bâtie la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme est donc la réponse mondiale donnée contre les atrocités, les violations graves et massives des droits de l'homme, perpétrés notamment lors de la Deuxième Guerre mondiale. Dans ce sens, René Cassin, un des rédacteurs de cette déclaration, disait dans un discours du 9 décembre 1948, ceci, je cite, « S'il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de mettre tous les hommes du monde d'accord sur les fins dernières de l'homme et sur ses origines premières, les violations des droits de l'homme, enjeu de la dernière guerre mondiale, ont rendu possible et nécessaire la réalisation d'un accord d'idéalisme pratique. » Fin de citation. Avec l'adoption de cette déclaration, le 10 décembre 1948, l'humanité, à travers les Nations Unies, a réalisé un acte historique de très grande importance, susceptible d'apporter aux hommes et aux femmes la justice et la dignité meurtries avec les guerres et les violations multiples et multiformes des droits humains. Aujourd'hui, 65 ans après, malgré des avancées incontestables enregistrées dans le domaine de la protection et du respect des droits humains, beaucoup d'efforts restent encore à accomplir, eu égard aux nombreux conflits et guerres qui ensanglantent le monde. Cette année, la célébration de la journée de la Déclaration universelle des droits de l'homme est placée sous le thème « 20 ans de travail pour vos droits ». 20 ans de travail pour vos droits. En effet, depuis la tenue de la conférence mondiale sur les droits de l'homme à Vienne, en Autriche, en juin 1993, et la création du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU en décembre de la même année, la communauté internationale travaille en vue de l'avènement d'un monde plus juste où règne la paix, la sécurité, le développement et le respect intégral des droits de l'homme. Le Niger, acceptant les principes énoncés dans la déclaration et le programme d'action de Vienne de 1993, a pris l'engagement solennel de s'acquitter de ses obligations en matière du respect des droits de l'homme, conformément à la Charte des Nations Unies et aux autres instruments relatifs aux droits de l'homme. Notre Constitution du 25 novembre 2010, disposant en son article 8, alinéas 1 et 2, que, je cite, « La République du Niger est un État de droit. Elle assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. » Cette loi fondamentale consacre au titre 2 les droits et devoirs de la personne humaine. Ainsi,
À l'instar des nations éprises de paix et de tolérance, notre pays a adhéré aux principaux instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs à la protection des droits de la personne humaine. Les droits de l'homme ne sont malheureusement pas encore implantés partout dans le monde. C'est dire donc que la responsabilité devrait encore plus pour la réalisation et le respect des droits humains incombe au premier chef à chaque communauté nationale étatique. Progresser dans le respect de ces droits, c'est avancer sur la voie de la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. Dans cette dynamique, la Commission nationale des droits humains a pour mission constitutionnelle de promouvoir et de veiller à l'effectivité des droits de l'homme par tous les moyens appropriés sur toute l'étendue du territoire national. Le sous-thème retenu par la Commission nationale des droits humains est l'éducation, la paix et la sécurité en raison du contexte national, sous-régional et même international, et cela rejoint la préoccupation de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme susment et indiquée. L'éducation aux droits humains est un facteur important de la culture de la paix, de la tolérance, du civisme responsable et démocratique. C'est dans ce sens que des conférences-débats ont eu lieu sur des thématiques le 6, le 7 et 8 décembre 2013 à Tillabéri. La paix, la sécurité, les droits humains sont des préoccupations qui nous concernent tous. L'État, la société civile, la classe politique, les leaders religieux et d'opinion, les chefs traditionnels et les citoyens. Chacun doit apporter son concours à l'édifice d'un État de droit, terrain de prédilection par excellence des droits de l'homme. Les situations de malgouvernance et de mal-développement sapent les fondements de la démocratie et conséquemment mettent à rude épreuve l'effectivité des droits humains. En effet, c'est au plan social que les conséquences des troubles sont les plus pernicieuses, comme c'est le cas par exemple de la traite des enfants à Agadez et Maradi, du problème des migrants décédés à la frontière nigéro-algérienne, sans oublier la situation préoccupante des réfugiés suite aux événements dramatiques survenus en Libye, au Mali, en Côte d'Ivoire et au Nigeria, ainsi que les personnes déplacées internes pour des raisons variées, dont notamment les inondations. Il faut s'indigner également des attaques terroristes perpétrées à Agadez, Arlit et Niamey, occasionnant malheureusement des pertes en vies humaines. Par ailleurs, la situation délétère au sein de laquelle se plonge chaque jour la classe politique et les problèmes socio-économiques auxquels font face nos concitoyens doivent interpeller la conscience de tout un chacun. La Commission nationale des droits humains appelle fermement toutes les Nigériennes et tous les Nigériens, notamment les acteurs publics, à un sens plus élevé de responsabilité, afin d'éviter tout comportement préjudiciable au développement de notre cher pays et attentatoire aux droits humains. La dernière mesure tendant à interdire les manifestations publiques des partis politiques de l'opposition est non seulement discriminatoire, mais surtout attentatoire à la liberté de manifestation consacrée par notre Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Aussi, recommandons-nous aux autorités de lever cette mesure. Notre pays a besoin de stabilité, de paix et de justice sociale pour que prospèrent les droits humains en général et en particulier les droits fondamentaux des femmes, des enfants, des personnes appartenant à d'autres groupes vulnérables. Mettre fin à l'extrême pauvreté, à l'exclusion sociale et mieux assurer la jouissance des fruits du progrès social ainsi que des retombées de nos ressources naturelles suppose la transparence dans la gestion des ressources et le partage équitable des richesses nationales. Corrélativement, une place de choix dans les politiques publiques doit être réservée à la santé, à l'éducation,
à la formation et à l'intégration sociale et systémique de la jeunesse. En cette veille de la Journée internationale des droits de l'homme, nous souhaitons que l'effort de chaque Nigérien s'inscrive dans le respect de la personne humaine à travers toutes ses actions. Nous devons nous efforcer d'aimer et de garantir pour les autres ce que nous aimons et garantissons pour nous-mêmes.